En 1929, à Chicago, les gens mouraient mystérieusement à l'intérieur de leur maison. Il a fallu 15 morts pour que les autorités réalisent que ces personnes étaient tuées par leur réfrigérateur. Parce que les réfrigérateurs de l'époque n'étaient plus simplement des boîtes de glace. Au lieu de cela, ils utilisaient un produit chimique circulant à l'arrière pour rester froid. Et le meilleur gaz pour cela était le chlorure de méthyle, un gaz toxique et pratiquement inodore. Donc s'il s'échappait de quelque manière que ce soit du réfrigérateur, il pourrait vous tuer sans prévenir. D'autres réfrigérateurs utilisaient plutôt des gaz inflammables. Donc une fuite combinée à une étincelle provenant de la cuisinière et votre maison pourrait soudainement s'embraser. Alors une entreprise a essayé de résoudre ce problème. Mais dans le processus, ils ont accidentellement créé une substance apparemment magique. Bientôt, elle a trouvé sa place dans une vaste gamme de produits qui étaient si populaires qu'ils ont fini par se retrouver dans presque toutes les maisons en Amérique. Mais ce que les gens ne savaient pas, c'est que ces produits avaient un coût. Les produits chimiques utilisés pour les fabriquer étaient libérés dans l'environnement, empoisonnant lentement tout le monde sur la planète, y compris moi. Vous avez un taux élevé d'un produit chimique dont vous n'avez jamais entendu parler. Cela me choque. Genre, d'où cela pourrait-il venir ? Presque tous les êtres vivants, des ours polaires aux oiseaux en passant par les poissons, une contamination massive à l'échelle mondiale par des produits chimiques entièrement fabriqués par l'homme qui remontent à seulement quelques entreprises. C'est une vidéo sur l'un des plus grands camouflages chimiques de l'histoire. Pour des raisons légales, je tiens à préciser que cette enquête est basée sur des documents, des enregistrements et des opinions de tiers disponibles au public. Toutes les sources sont liées dans la description. L'histoire a commencé par une tentative de sauver des vies. En 1936, une entreprise chimique appelée DuPont s'est lancée à la recherche d'une alternative plus sûre au gaz utilisé dans les réfrigérateurs. Une qui n'était ni toxique ni inflammable. Leur scientifique principal sur le projet était un chimiste de 27 ans nommé Roy J. Plunkett. Il expérimentait avec un gaz appelé tétrafluoroéthylène, ou TFE. C'est une paire de carbone à double liaison, chacun lié à 2 atomes de fluor. Un matin, alors que Plunkett mettait en place un test, son assistant a choisi un cylindre rempli de tétrafluoroéthylène et a ouvert la valve. Mais rien n'est sorti. Plunkett pensait que le gaz avait dû fuir, mais le cylindre pesait toujours autant qu'un plein. Alors il a pris une scie et a coupé le cylindre en 2. À l'intérieur, il a été choqué de voir qu'il était rempli d'une poudre blanche et glissante. Alors, qu'est-il arrivé au gaz ? Eh bien, ce que le chimiste a supposé, c'est que sous la haute pression du cylindre, l'une des doubles liaisons entre les carbones et le tétrafluoroéthylène a dû se rompre. Et maintenant, ces 2 atomes de carbone avaient chacun un site de liaison libre. Donc l'un d'eux a probablement attrapé un carbone d'une autre molécule de TFE, rompant sa double liaison, et ensuite cette molécule a fait de même, et le processus s'est répété encore et encore, jusqu'à ce que tout le tétrafluoroéthylène soit piégé dans ces longues chaînes. Le gaz s'était polymérisé en polytétrafluoroéthylène, formant cette poudre glissante. Plunkett voulait juste s'en débarrasser parce que cela avait ruiné son expérience. Mais avant de le jeter, il a décidé de faire quelques tests dessus. Alors il a essayé de verser de l'eau dessus, mais l'eau l'a simplement repoussé. Alors il a essayé avec de l'acide. Encore une fois, rien ne s'est passé. Puis il a essayé avec la base la plus forte qu'il avait, mais cela ne l'a pas non plus fait fondre. Plunkett a passé en revue tous les solvants du laboratoire, mais la poudre est restée intacte. Elle ne fondait pas, ne se corrode pas, ni ne réagissait avec quoi que ce soit. Elle semblait apparemment indestructible. La raison pour laquelle elle était si indestructible était à cause de cette liaison, la liaison carbone-fluor. Vous voyez, parmi tous les éléments, le fluor est le plus avide, l'atome le plus avide d'électrons. Sa couche externe est un électron près d'être complète, ce qui la rendrait parfaitement stable. Donc le fluor veut vraiment cet électron. Et comme il est si petit comparé à la plupart des autres éléments, les protons de son noyau peuvent se rapprocher des électrons d'autres atomes. Et à cause de leur charge positive, il les attire fortement. Donc près d'un atome de carbone, le fluor se saisit d'un des électrons du carbone pour compléter sa couche externe. Et cela maintient les 2 atomes liés ensemble. Mais le fluor ne s'arrête pas là. Il continue à tirer sur les électrons du carbone, les rapprochant de lui-même, ce qui rend le fluor légèrement négatif et le carbone légèrement positif.
Il y a donc maintenant une attraction électrostatique qui rend cette liaison encore plus forte. En réalité, les électrons ressemblent plutôt à des nuages flous qu'à des points orbitants, mais le principe reste le même. En termes d'énergie, c'est en fait la liaison simple la plus forte qu'un carbone puisse former. Donc si d'autres atomes ou molécules se rapprochent, ils sont essentiellement ignorés. Et la poudre magique de Plunkett était complètement recouverte de liaisons carbone-fluor, donc elle réagissait à peine avec quoi que ce soit. D'accord, donc il a cette chose incroyablement nerd, essayait-il vraiment de s'en débarrasser? En fait, il ne savait pas quoi en faire parce que genre, que faites-vous avec un matériau qui ne réagit? Vous savez, avec rien. Mais heureusement, son employeur Dupont travaillait en fait avec l'armée américaine sur le projet Manhattan, donc il raffinait de l'uranium et du plutonium. Parce que bien sûr, il y a une référence à la Seconde Guerre mondiale dans une vidéo de Veritasium, il faut juste la voir. Pour obtenir le combustible pour les bombes nucléaires, de l'uranium enrichi, vous devez d'abord transformer l'uranium en un gaz, l'hexafluorure d'uranium. C'était un produit chimique désagréable qui corrode tout, donc tous les joints, les seaux et des kilomètres de tuyaux dans l'usine d'Oak Ridge devaient constamment être remplacés, ce qui ralentissait la production. Mais ensuite, Dupont a dit « Écoutez, nous avons ce produit chimique apparemment indestructible, n'est-ce pas? Il ne réagit pas avec les choses, il ne se corrode pas. Alors peut-être que nous pouvons essayer de l'utiliser contre l'hexafluorure d'uranium. » Donc ils prennent une grande quantité de cette poudre, ils la compressent sous haute pression pour créer des blocs. Maintenant, on avait un solide qu'on pouvait usiner en joints et cylindres à insérer dans les tuyaux. Ils ont mis ces doublures de tubes dans les tuyaux et boum, ça marche comme par magie, parfaitement. L'hexafluorure d'uranium ne faisait pas le poids face à ce matériau magique. Comme l'a dit Gordon Fee, le directeur de l'usine d'armes nucléaires, il n'a jamais été envisagé de substitut, à ma connaissance. Le matériau fonctionnait si bien que l'armée voulait l'utiliser pour tout. Les mêmes joints et garnitures ont été installés dans les réservoirs de carburant et les moteurs d'avion pour les protéger de l'huile et de l'eau. Et les usines de fabrication d'armes n'avaient plus de problème avec l'acide nitrique corrosif nécessaire à la fabrication d'explosifs. Dupont a également vu le potentiel, ils ont donc déposé la marque du matériau en 1944. Ils ne l'ont pas déposé sous le nom de polytétrafluoroéthylène, parce que, admettons-le, ce nom est plutôt nul. Alors ils ont pris TE de tétra, FL de fluoro, et comme ils avaient déjà des matériaux miracles comme le rayon et le nylon, ils ont pris on de la fin de ceux-là et boum, téflon. Sympa. Ouais, c'est un bon nom. Sous l'ordre de l'armée, Dupont a augmenté la production de téflon dans leur usine d'essai à Arlington, New Jersey, donnant tout leur stock au gouvernement. Mais Dupont a eu du mal à produire suffisamment de téflon pour répondre à la demande de l'armée. Comme l'ont dit leurs scientifiques d'Arlington, les principaux avantages du polytétrafluoroéthylène, la résistance aux solvants et la haute stabilité thermique, offrent des obstacles du point de vue de la facilité de fabrication. On ne pouvait vraiment mouler le téflon qu'en solide, donc des joints, des seaux, des tuyaux, mais on ne pouvait pas le mettre dans l'eau pour faire un spray parce qu'il ne se dissout pas dans l'eau. Ils ne connaissaient en fait rien qui dissout le téflon, mais il y avait un problème encore plus grand à ce moment-là. Pour polymériser le tétrafluoroéthylène en téflon, vous pouvez ajouter un atome ou une molécule réactive qui va détourner la première double liaison carbone et démarrer la réaction. Ceci est appelé l'initiateur, et la liaison formée entre lui et la première molécule de TFE libère une petite quantité d'énergie. Ensuite, un peu d'énergie est également libérée lorsque la prochaine molécule de TFE rejoint la chaîne, puis la suivante et la suivante. Et si le processus n'est pas contrôlé, la réaction devient chaude très rapidement. Et si elle dépasse 200 degrés Celsius, le TFE se décompose rapidement en carbone et en tétrafluorométhane, ce qui libère encore plus d'énergie d'un coup. Cela a provoqué une énorme explosion à l'usine d'Arlington en 1944, tuant 2 travailleurs. Il fallait un moyen d'évacuer la chaleur, de la retirer de la réaction sans qu'elle reste dedans, ce qui provoquait l'expansion et donc une force explosive. Oui, et l'une des façons de le faire était de faire se produire la réaction dans l'eau, car l'eau peut absorber une énorme quantité d'énergie avant de jamais chauffer. Mais si vous injectez du tétrafluoroéthylène dans un cylindre d'eau, le gaz ne se dissout pas. Même à la haute pression, la plupart du tétrafluoroéthylène reste simplement en surface. Donc si vous ajoutez un initiateur, la polymérisation est déclenchée à un endroit, et donc cela peut toujours provoquer une explosion. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une manière de disperser le tétrafluoroéthylène dans l'eau en premier lieu. Et pour faire cela, Dupont avait besoin d'aide. En 1951, ils ont acheté un acide spécial à 3M, la société derrière le Scotch Tape.
Cet acide, appelé PFOA, ressemblait presque exactement au téflon. Il avait une chaîne de 8 atomes de carbone recouverts de fluorure, mais à l'autre extrémité, il y avait un oxygène à double liaison et un groupe hydroxyde. C'est ce qui en fait un acide. Et comme il y avait 8 carbones dans la chaîne, Dupont a également appelé cet acide C8. L'extrémité de C8, comme le téflon, était hydrophobe, mais la tête acide aimait l'eau, et elle était hydrophile. Donc quand on ajoute du C8 dans l'eau, les molécules se réarrangent pour que les têtes touchent l'eau, mais que les queues, ressemblant au téflon, ne le fassent pas. Il crée de petites bulles partout dans l'eau qui sont pratiquement sèches à l'intérieur. Si vous injectez maintenant du tétrafluoroéthylène et mélangez le tout, eh bien le gaz hydrophobe se retrouve au milieu de ces bulles de C8. Et ces bulles sont dispersées partout, uniformément dans toute l'eau. Tu sais à quoi ça me fait penser? Au savon? Ouais. C'est le grand combinant, celui qui permet à l'huile et l'eau de se mélanger. Et maintenant, si tu ajoutes des molécules initiatrices, elles entrent aussi dans les bulles et déclenchent la réaction de polymérisation, donc du TFE au téflon. Mais maintenant, comme cela se produit partout dans ces bulles, la chaleur est dissipée uniformément dans l'eau et rien n'explose. Et comme le téflon est maintenant suspendu, dans une solution, vous pouvez le pulvériser sur des surfaces comme un revêtement. Ce truc n'adhère à rien. Comment le faire coller au joint? Comment l'utiliser réellement? Oui, c'est une bonne question. Donc l'astuce était en fait que la surface devait être très rugueuse. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on la sable pour créer des rainures et des imperfections à un niveau nanoscopique. Maintenant, si vous pulvérisez le revêtement dessus, ce qui se passe, c'est que si vous le chauffez, l'eau s'évapore. Le C8 s'évapore également, mais le téflon, au lieu de s'évaporer, il se ramollit simplement. Donc, bien qu'il n'y ait pas d'interaction chimique ici, maintenant il est mécaniquement collé à la surface. C'est ainsi qu'ils ont réussi à le faire adhérer. Après la guerre, l'armée a levé les interdictions de secret sur les brevets du téflon et Dupont a été autorisé à le vendre commercialement. Et soudainement, des gens du monde entier recouvraient des objets de tous les jours de téflon, essayant de créer un produit qui changerait le monde. Un jour en 1954, un ingénieur français, Marc Grégoire, a essayé d'en mettre sur son matériel de pêche pour éviter les nœuds. Mais ensuite, sa femme l'a vu faire ça et sa réaction a été que c'était complètement absurde. Personne n'allait utiliser ça. Elle lui a dit de faire quelque chose d'utile. Pourquoi ne pas en mettre sur une poêle pour la rendre anti-adhésive? Et une fois que ces poêles ont atteint le marché, c'était une révolution culinaire. Téflon. 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 Et Dupont savait exactement comment le commercialiser. Même la bouillie d'avoine ne colle pas au téflon. Super, je peux essayer. Et ce n'était pas seulement des poêles anti-adhésives. Le téflon, le C8 et des produits chimiques similaires étaient utilisés dans tout. Le Slipaway contient la magie du téflon de Dupont. Soudain, nous avions des tapis résistants aux taches en téflon et des sprays de protection contre les taches comme le Scotchgard de Trima. Les vestes doublées de téflon étaient imperméables et respirantes. Gore-Tex est le nom de la marque. Le téflon était si inerte que les implants médicaux fabriqués à partir de celui-ci ne seraient pas rejetés par le corps. Il a été utilisé pour recouvrir la structure en acier de la Statue de la Liberté pour la sauver de la corrosion. Et même les balles étaient recouvertes de téflon pour minimiser les dommages qu'elles causaient en sortant du canon du pistolet. Le terme téflon était si omniprésent que lorsque le mafieux italien John Gotti était poursuivi à la fin des années 1980, aucune des accusations portées contre lui ne tenait. Il a donc été surnommé Don Téflon. À la fin des années 1990, l'entreprise Téflon générait environ 1 milliard de dollars de ventes annuelles pour Dupont. Le téflon a un grand avenir et ses utilisations seront nombreuses. Les produits chimiques étaient partout. Même là où ils ne devraient pas être. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette eau. Ils ne veulent pas nous dire ce que c'est. L'homme derrière la caméra est Earl Tennant, un agriculteur en Virginie occidentale. Voilà ce qu'ils attendent d'un homme, que ses vaches boivent ça sur ses propres terres. Il soupçonnait que quelque chose dans ce ruisseau empoisonnait ses vaches. C'est 153 de ces animaux que j'ai perdus sur cette ferme. Vous voyez la décoloration des poils ici sur son cou? Et il continue à me dire que ces bêtes n'ont rien. J'appelle le vétérinaire d'État de Virginie occidentale. Oh, et la seule chose qu'il me demande est: avez-vous un bon avocat? Earl était désespéré, alors il a engagé un avocat. Il est venu à notre cabinet avec des boîtes pleines de cassettes VHS.
Nous avons commencé à regarder ces cassettes VHS et vous savez, il y avait un sérieux problème ici. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cette vache. Elle est belle jusqu'au sol. Les animaux dépérissaient. Ils n'étaient plus que peau et os, avec des tumeurs et des dents noires. Et sur la vidéo, on voyait de la mousse blanche sortir d'un tuyau de la décharge voisine avec les animaux debout dedans. Les poils sur leurs sabots étaient rongés parce qu'il y avait dans l'eau. C'est un tuyau inférieur. Voyez-vous ce qui en sort? C'était un tuyau de décharge et il portait la marque de UI Dupont d'Unamours & Company. Et la décharge d'où provenait ce tuyau appartenait au vaste complexe d'usines de DuPont, situé à l'extérieur de Parkersburg, en Virginie-Occidentale, à seulement 6 miles de distance. Cette usine était Washington Works, la première usine commerciale de téflon. Elle fournissait des emplois à près de 2000 personnes dans la ville et la présence de DuPont se faisait sentir partout. Je vis à Parkersburg depuis 48 ans. Je ne travaille pas pour la société DuPont, mais j'ai vu comment leurs employés ont beaucoup contribué à la croissance culturelle de cette communauté. Il y a des installations pour le tennis, le camping, la natation, le softball et plus de 20 zones équipées pour les barbecues et les pique-niques en famille. DuPont a pris soin de la communauté. Alors quand les gens de la ville ont appris que Earl Tennant avait engagé un avocat pour enquêter, ils l'ont rejeté, lui et sa famille. Comme sa belle-sœur l'a dit, nous entrions dans un restaurant et tout le monde dans le restaurant se levait et partait. Mais Earl n'a pas été effrayé, et Rob non plus. Je pensais que cela allait être assez simple. Voyez-vous, l'Agence américaine de protection de l'environnement, l'EPA, dicte exactement quels produits chimiques peuvent être mis en décharge et en quelle quantité. Nous allions obtenir ces dossiers et permis, et cela nous dirait quels produits chimiques causaient ce problème. Mais aucun de ces registres ne montrait vraiment quelque chose qui causait un problème, rien qui expliquerait cette mousse blanche. Ce qu'il y avait dans l'eau d'Earl ne figurait pas sur les permis. Dès les années 50, les gens savaient que le téflon, spécifiquement le polytétrafluoroéthylène, était assez sûr. C'est une molécule longue et extrêmement inerte, donc si vous l'ingérez, votre corps l'élimine simplement. Cependant, si vous chauffez le téflon à 350 degrés Celsius, il commence à libérer des fumées qui rendent les gens malades. Cela arrivait souvent aux travailleurs dans les usines de téflon. De la poudre de polytétrafluoroéthylène égarée tombait sur leurs cigarettes pendant qu'ils travaillaient. Et plus tard, ils fumaient accidentellement l'une de ces cigarettes. Heureusement, les symptômes étaient légers, fatigue, oppression thoracique, maux de tête, et ils disparaissaient là généralement dans les 48 heures. C'était appelé la fièvre des fumées de polymère. Et même si cela arrive rarement aujourd'hui, c'est pourquoi vous ne devriez jamais surchauffer votre poêle en téflon à ces températures, surtout si vous avez des oiseaux domestiques à la maison, car les fumées sont beaucoup plus toxiques pour eux. Mais le téflon n'aurait pas pu empoisonner les vaches d'Earl. Il n'y avait ni fumée, ni températures élevées, il devait donc y avoir autre chose dans l'eau. Rob a déposé une demande légale pour tous les registres opérationnels de Washington Works et DuPont les a envoyés. Plus de 60 000 documents. Beaucoup de gens essaièrent de dire « D'accord, vous voulez beaucoup de documents, nous vous donnerons beaucoup de documents et espérons qu'il n'y ait aucun moyen pour quelqu'un de pouvoir réellement parcourir tous ces fichiers et tous ces matériaux. » Mais je suis le genre de personne qui creuse et qui veut passer en revue ces documents. Donc, j'ai effectivement lu tout cela. Et dans ces fichiers, un certain produit chimique apparaissait partout. Le C8 ? Je n'avais jamais vu le genre de choses que je vois maintenant dans ces documents de DuPont. En 1961, la même année où les poêles Téflon ont fait leur apparition sur le marché américain, les scientifiques internes de DuPont ont testé le C8 sur des rats, ingérant aussi peu qu'1,5 mg de C8 par kilogramme de poids corporel a causé une croissance anormale du foie des rats, et une dose de 570 mg par kilogramme était mortelle. Pour référence, le cyanure de sodium, l'un des poisons les plus dangereux, est mortel pour les rats à des doses de 5 à 15 mg par kilogramme. Mais même si le C8 était moins mortel, il était préoccupant pour deux autres raisons. Premièrement, comme le téflon, sa queue est constituée de liaisons carbone-fluor, ce qui la rend incroyablement stable. Ainsi, le C8 ne se décomposerait pas dans l'environnement pendant des décennies.
Et deuxièmement, le C8 ressemble aux acides gras dont les humains et les animaux ont besoin pour fonctionner normalement, simplement avec des fluorures à la place des hydrogènes. Donc, la préoccupation était que le C8 pourrait pénétrer dans la circulation sanguine, se greffer sur les protéines qui transportent les acides gras et se retrouver presque partout dans le corps. Et à cause des liaisons carbone-fluor, les humains et les animaux n'ont aucun moyen de décomposer le C8. Il pourrait donc s'accumuler lentement, imitant ces acides gras et perturbant potentiellement les systèmes qu'ils régulent, comme le foie. Toxique, persistant, bioaccumulable. Le souci, c'est que c'est comme une bombe à retardement. Il a plus d'opportunités de nuire. Comme mesure de sécurité, cette même étude sur les rats a suggéré que tous ces matériaux devraient être manipulés avec un soin extrême. Et que le contact avec la peau devrait être strictement évité. En 1962, Dupont a refait l'étude et a confirmé que des doses élevées de C8 tuent les rats par lésion de l'estomac, de l'intestin, du cerveau, des poumons et du pancréas. Puis en 1965, ils ont trouvé ces mêmes effets toxiques chez les chiens. Les preuves s'accumulaient. Ils étudiaient même des singes. Certains des singes mouraient sur le coup. Ces produits chimiques provoquaient des effets toxiques dans plusieurs systèmes d'organes chez plusieurs espèces. Toutes ces études n'étaient pas partagées avec la communauté scientifique. Et probablement personne en dehors de Dupont n'aurait remarqué que quelque chose n'allait pas si ce n'était pas pour... la carie dentaire. La plus répandue de toutes les maladies. Dans les années 50, la carie dentaire était un problème national. Alors les États-Unis ont commencé à ajouter des fluorures inorganiques, comme le fluorure de sodium, à l'eau potable. Cela a aidé à lutter contre les caries. 16 ans après la fluoration, tous les enfants avaient 65% de caries en moins. En 1975, les chercheurs voulaient savoir si ce fluorure inorganique pénétrait dans le sang des gens. Ils ont donc prélevé du sang un peu partout, aux États-Unis, et les résultats étaient comme prévu. Plus il y avait de fluorure dans l'eau du robinet, plus il y avait de fluorure dans le sang. Mais ils ont également trouvé un autre type de fluor dans le sang, qui était du fluor organique, des liaisons carbone-fluor. Et cela ne suivait pas la même tendance. Ces chercheurs se demandaient donc d'où cela vient-il, car ce n'est pas une substance naturellement présente. Et ils ont fait des recherches et ils ont découvert que 3M fabriquait ces fluorures organiques, des choses comme le PFOA. Alors, ils ont approché 3M en 1975, leur demandant « Eh, nous avons trouvé cette substance dans le sang de la population américaine, vous savez, cela pourrait-il venir de chez vous ?» Et 3M a plaidé l'ignorance. Mais seulement 3 mois plus tard, 3M a comparé le spectre de fluor organique de l'étude à leurs propres produits chimiques. Et c'était identique. Leurs produits chimiques, ça dit se retrouver dans le sang des gens partout aux États-Unis, mais ils n'ont pas informé les chercheurs. 3M et Dupont étaient inquiets, alors ils ont vérifié le sang de leurs propres travailleurs. Ils ont découvert qu'ils étaient également contaminés par le C8 à des niveaux 1000 fois supérieurs à ceux de l'étude. Et lorsque Dupont a vérifié leurs dossiers médicaux, beaucoup de ces travailleurs montraient des signes de maladie du foie. Pendant ce temps, Dupont déversait presque 10 tonnes de C8 dans la rivière Ohio chaque année et il accumulait des milliers de tonnes supplémentaires sous forme de boue de C8 qui s'infiltrait depuis la décharge à côté de la ferme d'Earl. Tout en diffusant des publicités comme celle-ci. Et l'eau qui finit par s'écouler vers la rivière est collectée en 5 points et analysée pour s'assurer que nous ne polluons pas l'Ohio. Et au début des années 80, la première étude sur le cancer est réalisée sur des rats et elle confirme que le PFOA provoque, pas juste, est lié à des tumeurs testiculaires. Cela déclenche des alarmes au sein de l'entreprise car la préoccupation est, bien sûr, que nous mettons cela dans l'air. Nous le mettons dans l'eau, il est dans le téflon. Dupont a collecté des échantillons autour de Washington Works. Et le C8 n'était pas seulement dans la rivière, il était dans l'approvisionnement en eau publique. Donc, en 1984, les responsables de Dupont se sont réunis pour évaluer si le C8 devrait être remplacé par un produit chimique plus sûr. Mais ils ont conclu qu'aucune des options disponibles n'était, d'un point de vue économique, intéressante pour leur activité de poudre fine. Donc le C8 est resté, et Dupont a simplement établi une dose sûre pour l'eau potable. Les scientifiques de Dupont sont les premières personnes sur la planète à dire quel serait un niveau sûr pour les humains.
Ils ont calculé quelque chose comme 0,6 parties par milliard qu'ils ont arrondi à 1. Et l'importance de cela est qu'à ce moment-là, c'était à peu près le niveau le plus bas que vous pouviez détecter dans l'eau. Essentiellement, si nous pouvons le détecter, c'est trop élevé. Pour mettre cela en perspective, voici un réservoir d'eau de 2500 litres. Il est rempli à ras-bord. Maintenant, imaginez que vous prenez une goutte de PFOA 0,05 ml et que vous la placez non pas dans un de ces réservoirs, ou 2 ou 3, mais dans 20 de ces réservoirs, c'est une partie par milliard. Et c'est le chiffre que Dupont pensait être dangereux pour la consommation humaine. Et après avoir déterminé sa propre mesure de sécurité, Dupont a testé les eaux usées de la décharge qui s'infiltre dans le ruisseau Earls. Résultat, 1600 parties par milliard. Ils n'ont rien dit à personne. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui était arrivé aux vaches. Rob a compilé toutes les preuves dans une lettre de 900 pages et l'a envoyée à l'EPA, au ministère de la Justice et même au procureur général des États-Unis. Et quelques mois plus tard, Dupont a conclu un accord avec Earl Tennant et sa famille pour une somme non divulguée, bien qu'il n'ait admis aucune faute. Mais cette substance n'était pas seulement dans l'eau que buvaient les vaches. C'était dans les puits publics de la communauté environnante, n'est-ce pas? Les gens autour de M. Tennant, les dizaines de milliers de personnes de cette communauté, avaient probablement bu cela pendant des décennies sans le savoir. Alors Rob a poursuivi Dupont à nouveau, maintenant au nom des 70 000 personnes autour de Parkersburg qui ont été exposées sans le savoir au C8. Et ce n'était pas seulement Parkersburg ou la Virginie occidentale. En l'an 2000, des chercheurs ont analysé des échantillons de sang de milliers d'Américains à travers tout le pays. Et 100% de ces échantillons sont revenus positifs pour le C8, avec une moyenne de 5 parties par milliard. Mais si pratiquement tout le monde aux États-Unis est contaminé, à quel point le C8 pourrait-il vraiment être nocif? C'est exactement ce que Rob devait découvrir pour avoir une chance de lutter contre Dupont. Alors, en 2005, il a lancé une étude médicale auprès de toute la population autour de l'usine Washington Works. Les scientifiques ont besoin de savoir si le produit chimique C8 cause des problèmes de santé. En remplissant un questionnaire de santé et en faisant tester votre sang, vous pouvez aider. L'analyse des échantillons de sang et des dossiers médicaux a pris 7 longues années. Et beaucoup à Parkersburg sont décédés avant même qu'un verdict ne soit rendu, y compris Earl et sa femme Sandra. Mais enfin, en 2013, un panel scientifique indépendant avait les résultats. Ils ont confirmé un lien probable entre le C8 et 6 maladies humaines, y compris la maladie de la thyroïde, le cancer testiculaire et le cancer du rein. Et ces résultats étaient basés uniquement sur la communauté voisine avec un niveau moyen de CO8 dans le sang de 28 parties par milliard. Donc par exemple, un homme américain moyen a environ une chance sur 43 de développer un cancer du rein. C'est environ une chance sur 73 pour les femmes. Mais une personne avec plus de 30 parties par milliard de C8 dans le sérum sanguin pourrait avoir 2 fois plus de risques. Donc environ une chance sur 22 pour les hommes et une chance sur 37 pour les femmes. Mais les données de nombreuses de ces études n'incluaient que les survivants, pas les personnes qui pourraient déjà être mortes suite à une exposition au C8. Donc, le verdict était que les résultats doivent être interprétés avec prudence. Le véritable risque du C8 pourrait être encore plus élevé. Heureusement, une fois ces études publiées en 2013, Dupont a été poussé par les régulateurs à éliminer progressivement le C8. Et d'ici 2017, ils ont dû verser plus de 600 millions de dollars aux victimes de l'exposition au C8. Ce qui est un prix assez modeste à payer pour une entreprise qui a réalisé près de 85 milliards de ventes rien que cette année-là. Et tout au long, Dupont a nié toute faute. Mais ce n'était pas la fin, ni pour Parkersburg, ni pour quiconque. Car Dupont a séparé toute son activité liée au téflon dans une société dérivée, chez Moore, qui a accepté d'utiliser un autre produit chimique. Alors, qu'est-ce que c'était? Ils ont simplement pris le C8 et ont enlevé 2 carbones pour commencer à fabriquer du C6. Ils l'ont appelé GenX, parce qu'il était plus court et contenait un atome d'oxygène interrompant la chaîne carbonée. On s'attendait à ce qu'il soit plus dégradable. Chez Moore a donc affirmé qu'une dose allant jusqu'à 70 parties par milliard de GenX dans l'eau potable resterait sans danger. Ce produit chimique est expédié à la même usine en Virginie de l'Ouest. Maintenant, GenX se retrouve dans l'air. GenX se retrouve dans la rivière Ohio. GenX est trouvé dans les réserves d'eau publique. Donc GenX est autorisé à être diffusé dans le monde, à être utilisé dans le téflon.
Ensuite, l'étude sur le cancer est réalisée qui montre que GenX provoque exactement les mêmes 3 tumeurs chez les rats que le PFOA, foie, testicules et pancréas. Et le fait que sa chaîne soit plus courte rend également GenX plus mobile. Donc il pourrait contaminer de plus grandes zones. La vérité, c'est qu'on ne sait tout simplement pas assez sur lui. Et c'est bien ça le problème. Il nous a fallu des décennies pour en arriver à traiter le cas du C8. Il le modifie un peu, change son nom chimique. Toute la science et toute l'inquiétude, c'est sur le C8. Là, c'est du C6, C9 ou C4. Vous n'avez pas assez de preuves que ces autres sont mauvais. C'est un jeu de la taupe. Dès qu'on s'attaque à l'un, un nouveau surgit et on nous dit qu'il faut tout recommencer. Et ce n'est pas seulement le C8 ou le GenX. Ils appartiennent à une famille de plus de 14 000 différents produits chimiques fabriqués par l'homme, tous recouverts de liaisons carbone-fluor. Et les entreprises en Cal peuvent les fabriquer comme elles le souhaitent. C7, C9, ramifiés, polymères, acides. Le terme générique pour toutes ces substances est PFAS, substances paires et polyfluoroalkyles. Et comme le téflon, ils ont des qualités presque magiques. Ils repoussent les liquides, donc les PFAS sont utilisés pour rendre les vêtements imperméables. Ils résistent également à la graisse, donc nous enduisons des choses comme les emballages de restauration rapide et les sacs de popcorn pour micro-ondes avec des PFAS pour éviter les taches. Le rouge à lèvres et le mascara imperméable, les produits d'hygiène et même les lentilles de contact contiennent des PFAS. Même l'écran sur lequel vous regardez ceci a probablement un revêtement anti-salissure et PFAS. Le problème est que les mêmes liaisons carbone-fluor qui rendent les PFAS si stables et utiles dans les produits de consommation les rendent également incroyablement persistants dans l'environnement. C'est pourquoi vous pourriez aussi connaître les PFAS sous un autre nom, les produits chimiques éternels. Ils ont été trouvés partout, des grandes villes animées aux zones sauvages intactes. Chaque continent, y compris l'Antarctique, est couvert de PFAS. Presque tous les êtres vivants, des ours polaires aux oiseaux en passant par les poissons, je veux dire, on trouve cette substance partout. Ah, donc une contamination massive à l'échelle mondiale, mais par des produits chimiques entièrement fabriqués par l'homme qui remontent à seulement quelques entreprises. D'accord, maintenant je veux savoir combien de ces produits chimiques se trouvent réellement dans mon sang. J'ai donc ici un petit test. Ah. Je déteste l'idée de prélever mon propre sang. D'accord, c'était en fait assez facile. J'avais vraiment peur qu'il n'y ait pas assez de sang qui sorte. Mais il y en a beaucoup. La question est donc de savoir combien de ces produits chimiques dangereux sont dans mon sang. Quelqu'un est-il déjà revenu avec du sang qui ne contient absolument aucun PFAS? Je fais des tests sanguins sur les PFAS depuis 2007 et je n'ai jamais vu un non détecté. Sérieusement? Alors, j'entends que 98% de la population a des PFAS dans leur sang, mais je cherche ces 2% qui n'en ont pas, parce que je ne les ai pas encore vus. C'est incroyable, enfin, incroyablement mauvais, mais quand même, waouh! Mais si tout le monde sur Terre a des traces de ces produits chimiques dans leur sang, quel mal pourrait-il vraiment faire? Je veux faire une distinction car il s'avère que tous les PFAS ne sont pas également dangereux. Vous pouvez en quelque sorte les diviser en deux groupes. D'abord, vous avez de longues chaînes répétitives de liaisons carbone-fluor qui sont longues de dizaines ou de centaines de milliers d'atomes. Donc des choses comme le téflon. Ces éléments sont si grands et inertes que même si vous les ingérez, votre corps va simplement les éliminer. Elles ne peuvent pas être absorbées dans le sang, donc vous êtes assez en sécurité. Ils sont appelés fluoropolymères à cause des longues chaînes répétitives de liaisons carbone et fluor. Mais le hic, c'est que pour fabriquer ces fluoropolymères, des choses comme le téflon, vous devez utiliser des aides à la transformation, des choses comme le PFOA ou le GenX, et ce sont eux les plus toxiques. Ces molécules ont une longueur de 5 à 10 carbone, ce qui les rend suffisamment petites pour réellement pénétrer dans la circulation sanguine. Elles ont des groupes fonctionnels aux extrémités qui sont généralement des acides. Les plus courants sont les acides perfluoroalkylés, ce qui signifie qu'ils peuvent se lier aux protéines de votre sang et être transportés n'importe où dans le corps. Ils s'accumulent donc lentement et s'accumulent avec le temps. En réalité, il existe plus que 2 groupes de PFAS, et même différentes définitions de ce que sont les PFAS. Mais la plupart de ce que nous savons se rapporte vraiment à une poignée de produits chimiques de ce groupe ici, à ces acides perfluoroalkylés.
Peut-être que le document le plus complet sur la toxicité des PFAS a été publié en 2022 par les Académies nationales des sciences, de l'ingénierie et de la médecine, et il n'a examiné que 7 acides perfluoroalkylés. Ce sont des produits chimiques apparentés au PFOA, et certains d'entre eux, comme l'acide perfluorooctane sulfonique et l'acide perfluorohexane sulfonique, ont été largement utilisés dans la production de produits résistants aux taches et à l'eau, comme le Scotchgard de 3M, avant qu'ils ne soient également progressivement éliminés en raison de préoccupations liées à leur toxicité. Le rapport a supposé que si la somme de ces 7 acides dans votre sang est inférieure à 2 parties par milliard, il ne devrait pas y avoir de dommages. Si votre niveau se situe entre 2 et 20 parties par milliard, il y a un potentiel d'effet néfaste sur la santé. Même si le mécanisme exact par lequel les PFAS provoquent des dommages n'est pas totalement compris, leur exposition est régulièrement associée à un taux de cholestérol élevé, une réponse immunitaire réduite aux vaccins et infections, des cancers du rein et une croissance ralentie chez les nourrissons. Mais les PFAS ont également été liés à des dizaines d'autres conditions. Et au-dessus de 20 parties par milliard, le risque est encore plus grand. Alors, où me situais-je sur ce graphique? D'accord, j'ai ici un résultat. Tu ne vas pas me dire les tiens avant que je vois les miens? Non. D'accord. Vous êtes positif pour le PFOA. D'accord. Le niveau de PFOA pour une personne américaine est passé de 5 parties par milliard autour des années 2000 à environ 1,46, ce que vous avez. Donc tu es parfaitement dans la moyenne américaine. Très bien, d'accord. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'il n'y a pas de Genix pour vous ou pour moi, ce qui est génial. D'accord, allons-y. Mais la vraie surprise, je suppose, c'est l'acide perfluorooctane sulfonique, le produit chimique sœur. Et il a été utilisé de manière similaire, donc des tapis résistants aux taches, des vêtements traités, et votre résultat est de 8,93 parties par milliard, alors que la moyenne américaine est de 4,3. Ouais. C'est fou. Ouais, c'est fou parce que ça a été arrêté pratiquement en 2002. Ce ne sont pas les résultats auxquels je m'attendais. Honnêtement, je m'attendais à des résultats très ennuyeux du genre « Oui, vous êtes dans la moyenne ou un peu en dessous ». Et pour le PFHXS, c'est essentiellement du PFOS, mais avec 6 atomes de carbone au lieu de 8. Vos niveaux ici sont presque de 7 parties par milliard, mais la moyenne américaine est d'une partie par milliard. Vous êtes plus élevé que 95% des Américains. C'est choquant, parce que je suis arrivé à cette réunion en pensant que j'étais à peu près dans la moyenne. Oui, pour moi c'est effrayant. Vous vivez une vie normale en pensant faire attention, et vous avez un taux élevé d'un produit chimique dont vous n'avez jamais entendu parler. La somme combinée de tous les PFAS détectés dans mon sang était de 17,92 parties par milliard, plus du double de la médiane américaine. Je suis juste en dessous du niveau où les académies nationales recommandent des dépistages supplémentaires pour les maladies liées aux PFAS. Je n'avais aucune idée que je reviendrais avec des niveaux aussi élevés. J'aimerais bien réduire un peu le niveau pour qu'il soit plus en adéquation avec la population générale. Ouais. Mais d'où cela pourrait-il venir? Il y a 3 principales sources d'exposition aux produits chimiques éternels. Et celui dont vous entendrez probablement le plus parler dans les médias est probablement les produits contenant des PFAS. Shampooing, fil dentaire, peinture, vernis, produits chimiques potentiellement dangereux. Produits chimiques dangereux, produits chimiques toxiques. Les gens jettent leurs ustensiles de cuisine anti-adhésifs. Ma femme a acheté toutes nos poêles anti-adhésives il y a plus d'1 an, et depuis, nous utilisons de l'acier inoxydable. Elle est très douée pour éviter que ça n'adhère. Moi, pas tellement. Mais les poêles, sont-elles vraiment le problème? Le revêtement réel de la poêle est du téflon, qui, encore une fois, n'est qu'une longue chaîne inerte de liaison carbone-fluor. Donc, même si vous l'ingérez, il ne réagit pas avec votre corps. Si vous avez une poêle comme ça à la maison, vous n'avez probablement pas besoin de la jeter. Il en va de même pour la plupart des autres produits contenant des PFAS. Les vêtements imperméables, les meubles résistants aux taches et les bracelets de montre résistants à la transpiration peuvent tous libérer un certain niveau de PFAS, mais le risque d'exposition directe par la peau est probablement faible. Le problème majeur est donc la facilité avec laquelle les PFAS de ces produits peuvent se retrouver dans l'environnement. Et de nombreuses usines qui fabriquent ces produits n'ont pas un bon historique en matière de confinement des produits chimiques. Mais les gens ne comprennent pas que les histoires qu'on voit, par exemple, ce qui s'est passé dans une communauté en Virginie occidentale, c'est le même produit chimique et les mêmes choses qu'on voit maintenant en Australie, au Japon, en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne saisissent
toujours pas le fait que ce sont les mêmes produits chimiques. Notre deuxième principale source d'exposition était la nourriture. Beaucoup provient d'emballages traités avec des PFAS, comme les boîtes à emporter, les sacs de pop-corn pour micro-ondes et les emballages d'hamburgers. C'est sur un emballage d'hamburger. Est-ce une petite quantité? Est-ce une quantité ridiculement petite? Nous avons en fait effectué des tests en laboratoire avec des choses qui contiennent généralement des PFAS. Donc du pop-corn au micro-ondes, des emballages de fast-food, des gobelets en papier qui sont imperméables. Donc j'ai ici de l'eau du robinet provenant d'une maison à Londres. On pourrait faire bouillir de l'eau, car généralement on utilise ces produits quand ils sont chauds, et voir si le PFAS s'en détache. Et donc, potentiellement, on les ingère ou les boit. C'est de la science citoyenne, donc il y aura peut-être des erreurs, mais avec un bon contrôle et la même eau pour tout, on peut au moins en tirer quelque chose. Oui, et même si on ne trouve rien, on saura que ces produits sont probablement sûrs à l'usage. Allez, on le mélange. Oui, on met bien le PFAS dans l'eau, hein? C'est censé être sûr pour la consommation humaine. C'est ça qui est fou. On a mélangé eau chaude, eau bouillante pendant une trentaine de secondes. Et puis nous avons testé cette eau pour voir si l'un des PFAS utilisés pour enduire ces articles se retrouverait réellement dans l'eau. Voici donc ce que j'ai obtenu. Et ce sont maintenant des parties par trillion. Donc pour le PFOA, bonne nouvelle, pratiquement aucune détection nulle part, sauf pour le popcorn au micro-ondes. Je précise que ce sont des niveaux très faibles. Mais attention, le popcorn micro-ondes, c'est pire. Le truc avec le popcorn au micro-ondes, c'est qu'il reste là, enveloppé avec le popcorn pendant des mois ou des années avant que vous ne le mettiez dans votre micro-ondes. Cela donne à ces produits chimiques tout le temps nécessaire pour se diffuser dans les huiles et ils vont se répandre partout sur le popcorn que vous allez manger. Cela pourrait expliquer certains de nos propres résultats. Le niveau de PFPEA, qui est une variation plus courte de PFOA, est revenu à 10 parties par trillion après le test du sac de popcorn. Et vous pouvez voir des résultats similaires dans certaines des autres espèces de PFAS. Mais ensuite, le taux de PFOS baisse dans le cas du popcorn. Pourquoi? On ne sait pas vraiment. J'allais dire peut-être que le PFAS se sont retrouvés sur cet emballage, ont trouvé leurs copains et sont restés là. Oui, c'est possible. On n'a fait qu'un seul test ici, sans mesure répétée, donc on ne peut pas conclure grand-chose. Mais quand on utilise ces produits, ils finissent par s'infiltrer dans l'eau et dans la nourriture. Et la recherche va dans ce sens. Une étude de 2019 a révélé que la consommation de fast-food et de pop-corn au micro-ondes en particulier peut augmenter votre charge de PFAS, tandis que manger des repas cuisinés à la maison ne le fait pas. Mais même quelque chose d'aussi simple que de réchauffer votre nourriture dans une assiette au lieu de l'emballage d'origine pourrait empêcher les PFAS de migrer vers votre nourriture. Maintenant, vous pourriez vous attendre à ce que ces niveaux de parties par trillion que nous avons détectés dans l'eau du robinet de Londres ne soient rien comparés aux parties par milliard que vous trouveriez dans le sang humain. Mais la chose surprenante est que pour avoir 2 parties par milliard de PFOA dans votre sang, vous n'avez pas besoin de boire de l'eau contenant 2 parties par milliard de PFOA. Parce que les PFAS s'accumulent dans votre corps au fil du temps. Donc, même de l'eau contenant aussi peu que 4 parties par trillion de PFOA combinée à d'autres expositions peut suffire à maintenir vos niveaux sanguins aussi élevés. Et c'est pourquoi, en plus de la nourriture, l'eau est votre plus grande source d'exposition. C'est particulièrement vrai si vous vivez près d'une usine de PFAS, où l'eau locale est souvent fortement contaminée. Mais il en va de même pour les zones proches des bases militaires ou des aéroports. Vous voyez, l'ajout de produits chimiques comme le PFOA ou le PFOS à l'eau diminue sa tension superficielle, donc l'eau devient plus glissante. Et ces produits chimiques ont également tendance à mousser. Ils constituent donc un excellent ingrédient dans les mousses d'extinction d'incendie. Ils se propagent plus rapidement et la mousse bloque l'accès à l'oxygène extrêmement bien. Et comme les bases militaires et les aéroports ils font fréquemment des exercices d'incendie avec ces mousses, elles finissent par s'infiltrer dans le sol et les eaux souterraines environnantes. Mais ça ne s'arrête pas là. Actuellement, nous avons atteint des niveaux de saturation planétaire pour les PFAS, ce qui signifie que lorsque vous regardez ce nuage et qu'il pleut, cette pluie contient au moins 4 espèces de PFAS à des niveaux non sûrs. Il s'avère que tout notre cycle de l'eau est contaminé par les PFAS. Donc même quand il pleut sur le plateau tibétain, cette pluie contient des PFAS. Pour vérifier les niveaux d'eau dans votre région, vous pouvez utiliser ces cartes qui montrent la contamination par les PFAS à travers les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Et qu'en est-il de Los Angeles, Encino? C'est là que j'ai passé 7 des 10 dernières années. Vallée de Crescenta. Ils sont tous élevés.
Ouais, Santa Clarita. Le niveau de PFH-XS est fou. Donc peut-être que ton eau vient de Santa Clarita. Wow. Il existe une calculatrice pour estimer le taux dans le sérum sanguin. Ce que nous pouvons essayer de faire maintenant, c'est de mettre cela dans la calculatrice, voir si vous obtenez quelque chose proche de ce que vous avez si vous le souhaitez. D'accord. Le taux typique de PFH-XS pour un adulte est d'une partie par milliard. Et puis l'eau de Santa Clarita est d'environ 37 parties par trillion. Si vous regardez après environ 10 ans. Donc après environ 10 ans d'exposition, vous auriez 6,85 parties par milliard dans votre sang. Et ensuite, je peux vous dire que vous êtes à 6,84. Cela expliquerait des choses. Maintenant, je ne peux pas dire avec certitude d'où venait mon eau potable. Mais si je buvais constamment de l'eau contaminée à des niveaux similaires, alors cela expliquerait mes résultats. Mais si vous vous inquiétez de votre propre eau, vous devriez contacter directement votre fournisseur pour obtenir les informations les plus pertinentes. C'est préoccupant de voir à quel point l'eau potable a été non réglementée. C'était en fait seulement il y a 1 an en avril 2024 que l'Environmental Protection Agency des États-Unis a finalement fixé des limites légales pour les PFAS dans l'eau potable. Le niveau de sécurité pour le PFOA est passé de la première partie par milliard, selon Dupont, à 4 parties par trillion. Nous ne parlons donc plus d'une goutte de PFOA dans 20 de ces réservoirs. Nous parlons d'une goutte dans 5000. C'est 5 piscines olympiques. Et s'il y a même une goutte de PFOA là-dedans, le PA s'en inquiète. La même limite de 4 parties par trillion a aussi été fixée pour le PFOS, le produit chimique sœur. Et Janix est passé de 70 000 parties par trillion initialement proposé par Chemour à seulement 10. Il en va de même pour le PFH-XS. Pour référence, la limite de l'EPA pour le plomb dans l'eau est de 10 000 parties par trillion, et pour le cyanure, 200 000. Cela vous donne une indication assez claire de l'inquiétude de la communauté scientifique. Et juste au moment où nous avons obtenu les limites de l'EPA, nous avons une nouvelle administration aux États-Unis qui pourrait revenir sur certaines des interdictions des PFAS. Vous ne pouvez donc pas toujours compter sur les régulateurs, et il semble que vous ne pouvez pas non plus compter sur les entreprises qui fabriquent ces produits pour les éliminer en toute sécurité. Alors que pouvez-vous faire ? Si votre eau est contaminée, vous pourriez envisager d'obtenir un filtre certifié PFAS. L'osmose inverse, le charbon actif granulé et les filtres à échange d'ions sont tous capables de retirer les PFAS de l'eau potable. Mais la responsabilité de filtrer l'eau ne devrait pas reposer sur les individus. Les PFAS devraient être capturés à la source lors de la fabrication avant qu'ils n'atteignent l'environnement. Et certaines entreprises, comme Pure Affinity, développent des filtres personnalisés pour y parvenir. Donc un laboratoire qui ressemble vraiment à un labo. Exactement, ouais. Tu pourrais m'expliquer à quoi servent tous ces tuyaux et ce qu'il y a ici? Donc cette eau représente un endroit où il y a eu un gros incident avec de la mousse anti-incendie. Tu veux filtrer cette eau, mais l'idée c'est de la faire passer par le haut à travers le réservoir. En passant à travers ce matériau, les produits chimiques PFAS s'y accrochent. Et ensuite, vous passez à une autre partie du traitement et une troisième. Pour moi, il semble que si les PFAS sont si bioaccumulatifs et réellement persistants et stables, ils ne réagissent pas facilement, non? Alors comment les forcez-vous à réagir avec des choses ici? En gros, on exploite leur longue queue organique et leur tête polaire. Et donc, vous pouvez avoir des interactions électrostatiques avec la tête polaire, et ensuite vous pouvez avoir des interactions hydrophiles et hydrophobes avec la queue. Et en combinant ces 3 mécanismes de liaison, vous augmentez massivement votre probabilité de capter les PFAS, même si c'est encore difficile. D'accord. Les niveaux baissent-ils déjà de 100% ici, ou voyez-vous une diminution progressive de PFAS? Bonne question. Donc au début, ça baisse de 100% après ce passage. Oh, donc problème réglé? Problème réglé pour le moment. Ça tient environ 40 000 volumes de ce réservoir. Donc, un réservoir de 10 litres suffirait pour traiter l'eau d'un foyer. Pour 1 an? Pour 1 année. Il faut d'abord que ce soit en usine pour éviter que ça atteigne l'eau. Oui. On parle aux fabricants de fluorochimie et ils veulent avancer, pas juste attendre la réglementation. Le risque réel lié au PFAS varie selon chacun. Cela dépend de dizaines de facteurs, comme la contamination de votre eau, votre mode de vie, ce que vous mangez. Mais faut-il vraiment s'en inquiéter? Genre, à 17 ou 18 parties par milliard, est-ce que c'est comme boire une bière chaque soir ou sortir au soleil australien sans crème solaire? J'aime bien créer une hiérarchie des risques.
Et en termes de hiérarchie de réduction des risques, le numéro 1 sur cette liste est d'arrêter de fumer, de faire de l'exercice, d'avoir un régime alimentaire sain et complet et de s'assurer que vous dormez entre 7 et 9 heures par nuit. Ensuite, les interventions moyennes, consulter son médecin, surveiller son cholestérol. Et en bas de l'échelle, les PFAS s'y situent probablement. Être préventif à propos de l'exposition à PFAS est actuellement notre seule option car il n'y a pas de traitements médicaux approuvés disponibles. Cependant, si vous comparez la contamination par PFAS entre les sexes, les niveaux masculins sont constamment plus élevés, du moins jusqu'à environ l'âge de 50 ans, généralement lorsque la ménopause commence. C'est en partie parce que les menstruations, l'accouchement et l'allaitement sont tous des moyens par lesquels le PFAS peut quitter le corps. Le PFAS peut passer à travers le placenta et atteindre le fœtus pendant la grossesse. Et ensuite, le bébé peut également être exposé à travers le lait maternel. C'est quelque chose dont les personnes enceintes devraient être extrêmement prudentes. Les jeunes enfants sont incroyablement vulnérables. Ils boivent plus d'eau, grandissent, sont proches des surfaces comme les tapis traités. Maintenant, tout le monde n'a pas à changer son mode de vie à cause des PFAS. Mais si vous faites partie d'un groupe à haut risque en raison d'une grossesse ou parce que vous vivez ou travaillez dans une zone contaminée par des PFAS, vous pourriez envisager de le faire. Les pompiers ont des niveaux particulièrement élevés de PFAS car leur équipement et leur mousse en sont imprégnés. De manière remarquable, une étude de 2022 a révélé que lorsque les pompiers faisaient des dons de sang ou de plasma assez fréquemment, ils réduisaient leur niveau de PFAS jusqu'à 30% en un an. Ironique que notre système de santé revienne à la saignée. Que pensez-vous de donner son sang comme méthode pour réduire les PFAS dans le corps? Je n'avais jamais entendu ça. C'est plutôt intéressant. Eh bien, je recommande définitivement aux gens de donner du sang plus fréquemment, non pas à cause de l'exposition aux PFAS, mais parce que nous avons désespérément besoin de sang. Il est crucial, surtout avec l'administration actuelle, de ne pas réduire les budgets des organismes de recherche. Sans ces recherches, mes conseils seraient bien moins fiables. La raison pour laquelle je peux parler de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas vient de cette recherche. Si on coupe les financements et qu'on licencie les chercheurs, nos informations seront de pire en pire. On est encore à quelques années de traitements médicaux efficaces et d'une réglementation renforcée, c'est très complexe. Il y a des endroits où nous devrions interdire complètement les PFAS, comme les produits d'hygiène, les cosmétiques et les emballages alimentaires. Et certains pays le font déjà. Mais nous ne pouvons pas non plus interdire complètement les PFAS, du moins pas encore, car nous dépendons toujours de ces produits chimiques pour des choses comme les implants médicaux. Et il est actuellement impossible de fabriquer des semi-conducteurs pour nos appareils électroniques sans eux. Tous les tubes pour la fabrication des vaccins sont à base de PFAS. Ils nous emmènent également dans l'espace, nos combinaisons spatiales, mais même dans ces applications de niche, nous devons être responsables de la manière dont nous l'utilisons. Des gens de tous horizons travaillent à créer des méthodes de destruction, des matériaux de capture et des alternatives. Je suis plein d'espoir en voyant toutes ces avancées. Si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous sur les risques, mais aussi sur les nouvelles technologies prometteuses. Pour moi, l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire est d'avoir des discussions comme celles que nous avons ici. Si l'histoire est là et que les informations sont disponibles, les gens peuvent faire des choix éclairés sur la question de savoir s'ils veulent continuer à acheter des choses qui contiennent ces matériaux. Et ce qu'on observe, c'est que les consommateurs, lorsqu'ils en prennent conscience, disent « non, nous ne voulons pas de ces produits chimiques ». Et les entreprises se portent volontaires pour retirer ces produits chimiques de leurs produits parce que les consommateurs le demandent maintenant. On a déjà vu ça avec l'essence plombée, le fréon et l'amiante. Et chaque fois, nous avons fait les recherches et pris la bonne décision de supprimer progressivement ces produits chimiques. Avec les PFAS, nous commençons tout juste à comprendre le problème. Mais j'espère que nous prendrons la même décision une fois de plus.